invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Pierre Bismuth avec nous également, le directeur des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Igor Demac nous accompagne également ce soir, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Oui, la semaine de marché quand même marque une rupture par rapport à ce qu'on observait depuis quelques semaines. Depuis la mi-mai, on va dire, on tentait de constater une forme d'accalmie, la volatilité retombait un peu, on voyait les marchés actions repartir, les marchés obligataires se stabiliser, et puis cette semaine montre qu'on est sur une phase de rechute. La baisse action est quand même très significative, et la correction obligataire est repartie de plus belle en Europe et aux États-Unis, Pierre. Oui, c'est surtout la correction obligataire qui est marquante, puisque ça fait des mois qu'on essaye de stabiliser cette courbe des taux, notamment américaine, qui n'arrive pas du tout à se stabiliser. On a une volatilité presque délirante sur les taux obligataires. Et c'est vrai que notamment le chiffre d'inflation aujourd'hui, mais également le discours de la BCE ont vraiment mis le feu aux poudres entre hier et aujourd'hui. Et on a un 10 ans américain qui on dirait vraiment un élastique qui, dès qu'il tombe vers 2,75, remonte aussi sec au-delà des 3%. Et c'est vrai qu'avec des chiffres américains d'inflation aussi mauvais, même sur l'inflation cœur qui pourtant est légèrement plus basse, mais ça ne satisfait absolument pas le marché, on s'attend à ce que la Banque centrale américaine soit de plus en plus rigoureuse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas atteint ni le pic inflation, ni le pic d'agressivité des banques centrales. Je vois que dans le marché, il y a une probabilité quand même non nulle de 30% d'une hausse de 75 points de base, désormais aux États-Unis, peut-être au mois de juillet. Oui, mais je pense que c'est vrai que le chemin est important, mais je pense que c'est le taux cible qu'on n'arrive pas à déterminer. En fait, c'est pour ça que les marchés sont si volatiles. Et encore une fois, vraiment l'obligataire, parce que c'est le 2 ans. Le 2 ans est tout proche des 3% à l'heure où on se parle. Ouais. Et c'est un peu l'approximation du taux neutre de la Fed. Et ce taux-là n'arrive vraiment pas à s'établir un consensus de marché. C'est vrai que on s'attend, ce taux cible et taux neutre de la Fed va être vraiment clé, mais plus les chiffres tombent, moins on a d'idées sur ce taux neutre. D'autre part, je pense que le marché réagit aussi mal parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder l'inflation cœur, mais l'inflation globale, finalement, prépare à une hausse de l'inflation cœur avec un effet retard. Et ça, c'est vrai que c'est le chiffre de 8,6% qui est très supérieur aux attentes. C'est un bad buzz, quoi. C'est pas, peut-être pas le chiffre clé de ce rapport, mais ça donne une image quand même qui n'est pas... Voilà, on se dit que la stabilisation de l'inflation de cœur est encore repoussée. Alors si, 8,6%, vous dites, c'est un chiffre important, Igor. Non, mais l'inflation, c'est à mon sens, le composant le plus sensible pour les marchés aujourd'hui. La guerre en Ukraine, je ne dis pas que c'est pas sensible, mais bon, on s'y est malheureusement habitué. Il y a le confinement chinois, mais c'est un peu lié à l'inflation. Dès que le chiffre est mauvais, l'inflation, tout redécale. Tout redécale. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une situation où il n'y a pas de récession aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée, mais quand on regarde les revenus, la production, et l'inflation, c'est un composant tellement volatile qui ne permet pas aujourd'hui, ce que disait très bien Pierre, aux banquiers centraux de se fixer sur un terme, sur un niveau, parce qu'on ne sait pas finalement où elle va atterrir. Et on ne sait pas trop ce qui est cœur et plus cœur, en fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que regardent les marchés. Là, il y a 2 semaines, il y a eu une bonne statistique, les marchés sont repartis. Là, il y a une mauvaise statistique, les marchés rebaissent. Donc je pense vraiment que c'est le point de focalisation de beaucoup d'investisseurs parce que découle la politique des banques centrales derrière, mais le pouvoir d'achat, le niveau des taux d'intérêt, et c'est le marché obligataire qui price les primes sur le marché action et sur les primes de tous les actifs. Oui, avec toujours un peu l'histoire double face, c'est-à-dire que l'inflation, les effets récessifs de l'inflation commencent déjà à se voir, à se faire sentir, ou en tout cas on les pressent quand même pour la suite. On ne voit pas l'inflation se calmer, donc ça milite toujours pour des banques centrales plus agressives, mais dans le même temps, on comprend tous que l'impact économique à ce rythme-là, il va être quand même lourd à payer. C'est très dur pour des consommateurs de suivre une inflation à 8-10%. À moins d'avoir une réserve d'épargne, c'est sûrement vrai pour les ménages fortunés, mais ce n'est pas vrai pour le ménage médian, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe, et on en a discuté avant, il y a un moment où la consommation va fléchir.
Et donc, si la demande baisse, normalement, ça a un impact sur l'inflation, puisque la meilleure façon de faire réduire l'inflation, entre guillemets, pour les consommateurs, c'est quand même de se restreindre en termes de consommation, en tout cas de biens durables. Et ça devrait arriver, si ça continue à ces niveaux-là. Quand on voit du côté... Alors c'est aussi toujours un peu le paradoxe de marché qui se réconciliera, mais les enquêtes d'activité, les intentions d'embauche, les intentions d'investissement, les CAPEX, tout le monde est prudent, à commencer par les grands chefs d'entreprise. Il y a eu pas mal de warnings, micro, il y a des difficultés opérationnelles, etc. Mais globalement, on a quand même côté entreprise une image qui n'est pas une image d'une rupture brutale où on coupe tout d'un coup, quoi. Non, parce qu'on est toujours dans, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais l'idée que cette poussée d'inflation est transitoire et qu'on va la maîtriser. Sinon, les investissements ne seraient pas faits comme ça, sinon les consommateurs ne consommeraient pas comme ça. Si on leur disait vous allez vous prendre 10% d'inflation par an pendant 10 ans, c'est pas du tout cette économie qu'on aurait. Donc on n'a plus le droit de dire que l'inflation est transitoire, mais on vit quand même toujours avec cet espoir d'une inflation qui retombera. Oui, parce qu'il y a une forme de positivisme sur les grandes données macroéconomiques encore, mais vous savez que l'économie c'est dynamique, c'est des dérivées premières, secondes, donc là on parle du passé, on verra sur les prochains trimestres si on arrive à maintenir une croissance, parce que là on est dans un système, Pierre l'évoquait, de stagflation à un niveau qu'on n'a pas connu depuis de très nombreuses années. C'est des questions d'épargnants que j'ai reçues hier sur Twitter. Alors, je tweetais Christine Lagarde, 2% sur l'OAT, sur le rendement de l'obligation française à 10 ans. Et j'ai eu des petites questions. Est-ce que ça met la France en risque de défaut? Alors, l'exemple français, parce que je tweetais sur l'OAT, mais la question peut se poser pour d'autres pays avant la France, peut-être. Est-ce qu'il y a un risque de crise immobilière? Qu'est-ce que je fais avec les deux? Il y aura des pays avant la France qui devraient faire défaut. Il me semble. Après, on peut faire des scénarios. Alors, comme on est en phase électorale, enfin, dans cette deuxième phase électorale et qu'on n'a pas vraiment beaucoup de visibilité sur la composition de l'Assemblée nationale, ça peut créer toujours une crainte, un écartement des spreads. Mais bon, je pense que ce dont on parlait, la fragmentation, ça va concerner l'Italie, le Portugal, la Grèce, qui n'a pas quand même une économie ultra solide. Donc c'est le premier sujet. Après, la France et l'Allemagne sont liées monétairement dans ce système qui est plus ou moins vertueux, mais je pense qu'il ne faut pas non plus agiter trop vite ce drapeau-là. Après, c'est de toute façon une construction qui est très imparfaite, on le sait. Sans faire défaut, est-ce que ça va avoir un impact, oui, sur la gestion, la conduite des finances publiques de nos États, d'un pays comme la France là? La dette publique, il faudra que les taux montent beaucoup plus, puisque il y a un stock, et puis il y a des renouvellements, une inertie qui est très importante. C'est quoi, 7-8 ans la maturité moyenne? Enfin, 7 ans au moins? C'est autour de 7 ans? En France, c'est 5 ans. 5 ans, d'accord. Donc après, évidemment, en termes de budget, il y aura un surcoût. En revanche, je pense... Mais c'est soutenable, c'est pas... Non, mais il y a quand même des gens qui vont souffrir de la hausse des taux de base et des spreads. Et le point de focalisation pour moi en France, c'est le marché immobilier, puisque c'est un des marchés... Autre question que j'ai eue, est-ce qu'il y a un risque effectivement de krach immobilier? Là, pour le coup, je serais un petit peu un peu inquiet, entre guillemets, sur ce marché-là, parce que c'est quand même la classe d'actifs qui est dopée au crédit depuis des années. Les banques ont fait beaucoup de travail pour assainir leur bilan, ne vont pas revenir dans les grandes folies de se racheter les crédits, etc. Et on voit déjà qu'elles restreignent. Et que ça peut avoir une conséquence et déclencher quand même, pas un cycle déflationniste, mais atténuer un peu l'inflation. On sait qu'aux États-Unis, en fait, Walmart, Target, ça fait des mauvais résultats, mais tous les Home Depot et tout ce qui est les grandes enseignes de bricolage font des chiffres absolument faramineux. Donc l'appréciation de la richesse immobilière, c'est très déséquilibrant, beaucoup plus que l'appréciation de la richesse boursière, notamment en France où les gens ont assez peu de patrimoine financier. Je pense que là, il y a un vrai sujet si on veut regarder le risque de hausse des taux d'intérêt souverains en France. Et en matière immobilière, qu'est-ce qui est le plus à risque? Est-ce que c'est déjà, moi, en tant que cherchant à accéder au marché immobilier, est-ce que c'est dans la partie investissement immobilier qu'il y a des risques importants aujourd'hui? Le marché immobilier, il fonctionne comme tous les autres marchés. Il y a une offre, une demande. Après, il y a un niveau de rendement brut. Et après, il y a un taux d'effort, une capacité d'emprunter, de rembourser. Pour les primo-accédants, je pense que ça va être plus difficile maintenant qu'avant. Ça me paraît juste... Et sur le plan de l'investissement, si on regarde... Il y a un autre effet, c'est l'effet norme environnementale. Parce qu'on a quand même en 2024 impossible de louer les passoires énergétiques. Donc en fait, on a donc les F et G.
Donc maintenant, en tout cas, moi le premier, mais je pense que tout le monde regarde un peu le niveau de performance énergétique des achats de biens, notamment à la location, pour mettre à la location ou des résidences secondaires. C'est vrai qu'il y a un effet conjugué hausse des taux et normes environnementales qui se superposent et qui ne sont pas propices à générer une vague d'investissement, en tout cas dans le n'importe quoi. Et donc ça va être assez discriminant. Et surtout dans une situation de pénurie de matériaux de construction. Exactement. Ouais. Et ça fait quand même depuis plusieurs mois, il faut quand même le dire, que le secteur de la construction fait partie des secteurs qui plongent le plus en ce moment. En bourse ? Pas en bourse, en activité. Ah, en activité. Dans l'enquête PMI, parmi les secteurs qui plongent, alors il y a l'automobile, on le sait, avec les problèmes de production, mais il y a le secteur de la construction qui commence à vraiment se retourner de manière très marquée. Alors, on pourrait être étonné, il y a quand même de la demande, mais on commence à voir aujourd'hui des directeurs d'achat qui nous disent dans la construction qu'il y a des reports de nouveaux projets, parce qu'il n'y a pas les matériaux disponibles et il y a des problèmes de crainte de financement. Ouais. Donc voilà, c'est en train de se retourner quand même assez nettement dans la construction. Alors je parle ensemble de la zone euro, mais globalement, ça commence à se voir. Oui, je pense que tout a été dit sur l'immobilier. Après, il y a toujours des trophy assets, il y a toujours une demande sur des marchés niches, mais globalement, ce qui est très très cher, les arbres ne montent pas au ciel, c'est un marché qui n'est pas liquide. Et donc, quand on va retirer un peu de liquidité par le biais des octrois de crédit qui seront plus difficiles, vous allez voir, ça va assez vite quand même. Et à travers la pierre papier, comme on dit, à travers les CPI, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a quand même des choix, des arbitrages à faire ? Pour l'instant, personne ne fait défaut, tout le monde paye ses dividendes, ses rendements nets. Après, c'est indexé en plus, on nous dit, donc bon. Il faut voir, oui, mais c'est pas indexé comme. Ah bah non, c'est pas comme les retraites en France, oui, non. C'est pas 5%. Oui. Il y a un décalage aussi. Oui. En revanche, dans les SCPI, là où il faut faire attention, évidemment, qualité des actifs, diversification, niveau des bailleurs, taux de vacances, bon, ça c'est des choses un peu classiques, mais c'est les murs de la dette. En fait, c'est souvent comme ça qu'on finance, avec des in fine. Et donc ça, s'il y a des grosses échéances qui arrivent, et que le marché se bloque, parce que le marché de la dette et du crédit, il peut se bloquer du jour au lendemain. Et comme on n'a pas trop l'habitude de perdre de l'argent en tant qu'investisseur obligataire, il y a un moment où on ne veut plus trop souscrire. Et donc on sort. On sort, j'y touche pas, parce que c'est l'image du couteau qui tombe. Et les banquiers centraux, ils sont... c'est des Blade Runner, c'est le film de Ridley Scott. Ils courent sur la lame du couteau, et on court de plus en plus vite pour ne pas se faire couper les pieds, mais on a peur de tomber à droite ou à gauche. Il nous reste 5 minutes, messieurs. Comment on organise son patrimoine stratégiquement, là, je ne sais pas si le monde change, si c'est un nouveau monde avec... le monde change tous les... Enfin, il a toujours changé. Oui, mais là, je parle d'un changement par rapport aux 10 dernières années, par exemple. Dans les 10 dernières années, on regarde, il y a eu des années boursières très particulières. Bon, là, on regarde les performances des marchés boursiers, à part le Nasdaq, mais qui a accumulé une performance historiquement incroyable. Il peut quand même perdre 30 voire 40, ça serait pas quand même vertigineux. Les autres marchés européens sont entre moins 8 et moins 15 avec la journée d'aujourd'hui. Moi, je reste persuadé qu'il y a des parties de la cote qui peuvent quand même donner de la performance. Alors, les valeurs pétrolières, c'est pas très ISR, mais enfin, elles sont encore cotées. Et ça, c'est encore ça, c'est bien d'en avoir encore aujourd'hui. Vous accumulez, attention, le prix du baril, avant que ça soit dans les cash flows, il faut quelques trimestres. D'accord. D'accord. Rien que pour le dividende, là, c'est toujours... Il y a tout ce qui est value, qui est positif cette année. Donc, moi, je pense que tout ce qui a trop bien marché dans un scénario de taux très, très bas... D'accord. Oui, là, à mon avis, il faut commencer à prendre ses profits. Alors, on va me dire, oui, mais Igor, tu as travaillé avec Jean-Charles Mariot, tu es un value guy. Mais c'est pas vrai, entre guillemets. Si c'est bon d'être on est pragmatique, on fait bien de la sûr. Croissance, mais dans un marché avec des taux. Et donc, value, ça veut dire il faut se forcer à avoir envie d'avoir des banques, d'avoir de l'automobile. Mais la banque, c'est un des secteurs qui subit le moins l'inflation. Oui. Et depuis le 8 mars, qui était le point bas post-déclenchement de la guerre en Ukraine, l'automobile est le meilleur secteur avec l'énergie. Ça reprend 15%, je crois, l'auto. Ça avait baissé de 25%. Mais bien sûr. Avant qu'on puisse retrouver la bonne dans une phase où les problèmes s'accumulent, on voit quand même que le rebond depuis le 8 mars est mené par des secteurs value. Il y a la défensivité avec le dollar qui est un peu le maître étalon. Là, tout le monde s'y réfugie parce que de toute façon, toutes les matières premières sont dollarisées. Donc, tant qu'il y a cette situation d'inflation haute liée aux matières premières, le dollar va se maintenir.
Après, les actions value, bon, c'est pas le moment de mettre beaucoup de risques dans les portefeuilles, mais il y a quand même les moyens de faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. Mais un petit tilt value dans sa partie action, c'est de bon ton. Ça reste. On n'arrivera jamais à voir le point bas. Après, on peut toujours partir sur un scénario Armageddon pendant 15 ans. Mais là, à ce moment-là, on met tout en cash. Mais le cash se déprécie de 7 à 8% par an en ce moment. Pierre ? Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses, puisque j'ai fait beaucoup de mouvements d'ailleurs hier. Hier, absolument. Intéressant. Donc, non, j'ai complètement rééquilibré les portefeuilles pour justement essayer d'annihiler le biais croissance ou value. Donc, et comme on a très peu de visibilité sur la partie action, l'idée, c'est vraiment d'être à la neutralité de bonne aloi, neutralité un peu plus pour gérer un peu les à-coups de marché. Mais généralement, quand on a si peu de visibilité, c'est quand même vraiment de bon sens, ne surtout pas tout couper. On fait pas de paris, on prend pas d'initiative marquée. On réduit l'erreur de suivi par rapport à nos indices de référence. Par contre, là où c'est plutôt plus facile, c'est sur la partie obligataire, où très nettement, on a encore réduit la duration qui était déjà très réduite, mais on ne prend vraiment plus de... Si on peut désensibiliser complètement les portefeuilles obligataires, on n'hésite pas. Donc on n'est pas confiant. Là, je voyais, je ne sais plus, sur le high yield européen, ça y est, on est à 500 points de base de spread. Le high yield, justement, c'est la meilleure performance sur les marchés obligataires. Donc, en fait, c'est IG plutôt qui... Et l'investment grade a des taux tellement faibles que quand vous perdez 15%, il va vous falloir, même à 3%, il va vous falloir 5 ans pour récupérer cette performance. Parce qu'en fait, c'est vrai que le coussin que procurent les spreads de crédit, c'est vrai qu'on peut prendre plus de risques sur la partie high yield que même sur les actions. On commence à avoir vraiment un effet balancier sur la partie high yield. Alors high yield bien noté, puisqu'il n'y a pas besoin de descendre très fortement en rating pour avoir des taux de rendement largement supérieurs à 6 ou 7%. Aussi bien sur la partie américaine que sur la partie européenne. Donc c'est vrai qu'on a repondéré les portefeuilles, très équilibrés, très neutres sur la partie action, plus courte en duration et assez absent des dettes souveraines. Ouais. Bon, Christian, oui, alors moi, le schéma de marché, là... Après, ça dépend de quel horizon, mais moi, je dirais que si vous êtes à un horizon d'ici la fin d'année, d'ici septembre, moi, je serais plutôt sur les valeurs de croissance. Alors, pourquoi ce pari ? Parce que je sais que c'est pas du tout le pari aujourd'hui, mais moi, entre guillemets, un pari, hélas, qui est pas très, très positif, mais je pense qu'il va y avoir en Europe véritablement des signaux très négatifs sur la croissance. Donc ça, c'est la traduction en matière d'investissement de quelque chose de très négatif, d'une récession en zone euro, quoi, si on dit les choses. On va voir véritablement des chiffres qui vont vraiment péricliter. Du coup, on va avoir le sentiment que le marché, qu'on n'aura pas forcément besoin de remonter énormément les taux pour calmer l'inflation. Et moi, je jouerais... Alors, encore une fois, je pense que l'inflation va rester très volatile. Il y aura toujours un effet très important alimentaire et énergétique, mais que derrière, véritablement, sur l'inflation qui est au plus dur, qui est vraiment dangereuse, ça va très vite se calmer parce qu'on va avoir une dégradation du marché de l'emploi, on va avoir une dégradation de l'activité. Et donc, dans ce profil-là, vous n'allez pas sur des cycliques, vous n'allez pas forcément prendre des valeurs qui sont très dépendantes de la conjoncture, mais vous achetez des valeurs qui peuvent vous offrir de la croissance stable et à long terme. Et en plus, comme vous n'avez plus l'effet taux long, qui est négatif, vous rejouez ces valeurs-là. Donc là, c'est vraiment paradoxalement, c'est le pari d'une dégradation conjoncturelle. C'est pas c'est pas un pari positif, non. On est d'accord. On est d'accord. Bon, messieurs, écoutez, on se retrouve ou au mois de juillet ou à la rentrée pour faire le point ensemble. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, président d'Altair Economics, Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, et Pierre Bismuth, directeur de gestion de Myria Asset Management, qui étaient nos invités en plateau.